Longtemps ici, il n'y eut que l'océan. Puis, il y a 3 millions d'années, s'est produit un événement géologique majeur. Une collision titanesque entre la plaque tectonique de Cocos et celle de Caraïbes a soulevé le plancher océanique. Ainsi est né l'isthme de Panama. Depuis, ce corridor relie les continents nord et sud-américains et sépare les deux plus grands océans de la planète, l'Atlantique et le Pacifique. La rencontre de ces deux grands continents va permettre à leur faune et leur flore respectives de se mélanger, de se réinventer et de donner naissance, en Amérique centrale, à l'une des biodiversités les plus riches de la planète. La partition des deux océans a fait évoluer différemment certaines espèces marines, notamment à l'île Cocos située côté Pacifique, où Nicolas Hulot plongera au milieu des requins marteaux et des requins corail, qui chassent en meute au cœur de la nuit. Mais avant de rejoindre l'île Cocos, Nicolas et le biologiste marin Laurent Balesta survolent côté Caraïbes la barrière de corail du Belize. Début de leur voyage. Leur petit avion équipé de flotteurs est parfaitement adapté pour passer d'un océan à l'autre. Surtout, il permet d'atteindre des lieux difficiles d'accès situés loin de la côte, comme le récif de Lighthouse, où se trouve l'extraordinaire trou bleu du Belize. Vu du ciel, l'anneau de corail ceinturant le trou bleu est une perfection. En surface, aux yeux de Nicolas, il est beaucoup moins repérable. Il y a un bleu profond. Qu'une hâte, c'est d'aller voir ce qui se passe là-dedans. Qui sait d'ailleurs que le Belize possède la deuxième barrière de corail au monde, après l'Australie. Il faut dire que on est probablement assez nombreux à avoir une connaissance parcellaire de ces petits pays d'Amérique centrale qui relient les deux continents géants, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Bonsoir. Ushuaïa Nature à Belize et au Costa Rica, deux petits pays qui ont en commun, au-delà de leur proximité géographique, d'avoir le taux de zone protégée le plus élevé au monde. Deux réservoirs biologiques, comme si la terre et la mer ici avaient été d'une générosité sans retenue. Et deux pays qui ont sonné quelque part la réconciliation avec la nature, sans y être totalement d'ailleurs parvenus, comme s'ils avaient eu conscience avant d'autres que nous n'en étions que les usufruitiers. Dans cette expédition, on croisera les traces d'une des plus illustres civilisations précolombiennes, la civilisation Maya, qui eux aussi, et pour cause, vénérait les animaux au point de leur dédier leur temple, et chaque Maya avait son double animal. Et puis, nous irons dans cette île qui a tant inspiré Stevenson, la fameuse île au trésor, à l'île Cocos, et qui est le lieu, entre autres, de rassemblement de dizaines de requins marteaux. Ces requins qui ont cette particularité anatomique d'avoir ce museau aplati, aux extrémités duquel on trouve les yeux et les narines. Pourquoi viennent-ils se rassembler? On tâchera d'y répondre. De l'Atlantique au Pacifique, du Pacifique à l'Atlantique en quelques seulement dizaines de kilomètres. C'est l'un des charmes de l'Amérique centrale, d'un océan à l'autre. Et on va commencer par aller visiter les entrailles de la plaque Caraïbe.
Au bord du trou bleu, Nicolas et Laurent sont accompagnés par une petite bande de requins gris des Caraïbes. Des animaux potentiellement dangereux, mais surtout en voie d'extinction. En descendant le long de ces parois de calcaire, les plongeurs peuvent lire l'histoire géologique de la planète. À moins 45 mètres, apparaît une série d'impressionnantes stalactites atteignant 12 mètres de hauteur. Elles témoignent de manière irréfutable que cette grotte n'a pas toujours été inondée. Le niveau actuel des océans a été atteint il y a seulement 3000 ans. Le plafond de cette énorme cavité karstique s'est probablement effondré sous le poids des coraux et de l'eau quand la région fut entièrement submergée, créant ainsi ce magnifique trou bleu de 120 mètres de profondeur et de 350 mètres de diamètre. Mais la géologie n'a pas l'apanage de la beauté. À 1000 km au sud-est du trou bleu, plaine marécageuse de la côte Caraïbe, forêt tropicale sèche, forêt brumeuse des grands volcans culminant à 3800 mètres, ont créé au Costa Rica une vie luxuriante, abondante, souvent extravagante, dont certains spécimens rampants inquiètent déjà Nicolas. Françoise Serre-Collet travaille au Muséum national d'histoire naturelle. Elle étudie le développement des milieux et les peuplements aquatiques. Passionnée de reptiles amphibiens, elle œuvre à la diffusion des connaissances pour mieux pouvoir protéger ces espèces très menacées. Pour elle et pour tous ses confrères herpétologistes, l'Amérique centrale est un Eldorado tant par la qualité que par la diversité des espèces rencontrées. Pour ce qui concerne les serpents, le Costa Rica est recordman du monde avec 137 espèces recensées. C'est un excellent indicateur de la bonne santé des écosystèmes. De toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les formes, ils colonisent l'ensemble des biotopes. Un enfer pour certains, le paradis sur Terre pour Françoise Serre-Collet. Avant de la rejoindre, Nicolas a rendez-vous avec Jean-Jacques Gozard, un ornithologue et guide naturaliste, costaricien d'adoption depuis 12 ans, dans une cabane perchée dans les arbres près de la rivière Pacuaré, en pleine jungle du Costa Rica. Nicolas, Toi Jean-Jacques, ça va? Bonjour Nicolas. je suis en train de regarder toutes les Ça va? bestioles qui traînent dans ta forêt. Ah, il y en a C'est un pas très paquet, rassurant. hein. Ce qui prouve quand même bien que le Costa Rica a un nom qui n'est pas galvaudé, un Côte-Riche. Côte-Riche, voilà. Ça a été donné ce nom-là à cause de la nature ou parce que du temps des Du conquistadors temps des Ouais. conquistadors et de l'or. Et puis, bon, Mais la richesse maintenant, elle est plus dans la faune et la flore que dans le sous-sol. Ce qui est quand même caractéristique du Costa Rica, d'abord c'est le pourcentage de territoire qui est protégé, ça c'est quand même assez exceptionnel. Quasiment 30%. C'est que ce pays d'Amérique centrale a bénéficié, j'allais dire presque plus que d'autres, de la jonction des deux continents, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et donc l'une des conséquences, c'est une extrêmement grande richesse de diversité génétique et puis, je suppose, un taux d'endémisme assez important, c'est-à-dire d'espèces
végétale et animale qu'on ne trouve qu'ici. Du fait qu'il y a un versant pacifique, un versant atlantique, une chaîne de montagnes à 3800 mètres, ça crée une multitude d'habitats différents, d'où il y a une spéciation très importante à ce niveau-là, d'où une biodiversité énorme et un taux d'endémicité important. À partir de là, on peut rentrer dans la canopée et aller l'observer de près? Bien sûr, oui, oui. Allez, On y va. je te suis. Alors là-dessus, il faut marcher comme une danseuse, hein, Sympa ça. Ouais. Je sens qu'on va se prendre la pluie. sans tarder. À Coco, il tombe 7 mètres d'eau ici, combien? 5 à peu près. Allez donc. Ah, c'est pas pour rien que tout est vert comme ça, hein. Une succession de tyroliennes permet aux deux hommes de se déplacer rapidement dans la canopée. Une manière ludique d'explorer un monde souvent inconnu, car difficilement accessible. C'est bon, Jean-Jacques? C'est bon. Ok. Tiens, Nicolas, Attends, je me décroche. tout le camp, là-bas. Viens voir, ils sont là-bas. Sur quelle branche? L'arbre aux branches un petit peu Passe-moi tes... sèches, là. Toucan tocard, c'est le plus gros des toucans, lui. J'adore Du là. pays. Toucan de Ce Swainson. bec qui semble démesuré. Dans l'évolution, il y a quand même des aberrations. Quand tu vois les requins-marteaux qu'on va aller voir à l'île Coco, espèce de museau aplati, élargi, avec leurs organes sensoriels qui sont aux extrémités, quel avantage évolutif pour que les requins-marteaux aient pu se passer les uns. Et là, quel est l'avantage pour le toucan d'avoir un bec aussi proéminent? C'est un frugivore essentiellement, hein, donc on pense que aller chercher des baies dans des arbres épineux lui facilite les choses, il va les chercher, Oui. il les pique du bout du nez, hein, ça le protège Il a un le organe visage, aussi, ensuite il les gobe. Hein. Ce qui est difficile, c'est de saisir les colibris. Parce que pour l'instant, moi j'en ai vu une espèce qui est proche de ce qu'on appelle l'oiseau-mouche. Hein. C'est l'oiseau-mouche. C'est quelques grammes. Il y a combien d'espèces ici? Ici, 43, 44 espèces de colibris. 44 espèces. Ah oui, donc j'ai encore de la marge. Ici, j'entends au Costa Rica. Ouais, hein. ouais. Ici, bon, peut-être une 12, 13. Grâce à une musculation parfaitement adaptée, le colibri, le plus petit oiseau du monde, peut voler d'avant en arrière, en stationnaire ou encore en piqué avec des battements d'ailes atteignant 90 mouvements par seconde. Un champion d'acrobatie aérienne de quelques grammes seulement. Ça bouge dans les branches là-bas, tu vois. Des singes. Attelle, Des singes quoi? singe araignée, attelle. Là, il vient de sauter. Là. Voilà, singe araignée, Ah oui. attelle. Ah oui, oui, d'accord. Tu vois. Donc on a 4 espèces de singes au Costa Rica. Hein. Singe hurleur, l'attelle, qui en a devant nous. Le singe capucin et le singe écureuil qui est très localisé, centre et sud Pacifique. On ne les a pas ici. Par contre, les 3 autres ici, on peut les rencontrer. Hein. On voit déjà. Hein. Pourquoi on les appelle araignées? Parce qu'ils ont des membres très longs, ils se déplacent très rapidement dans les arbres. Une des particularités du singe attelle, si tu vois quelque chose de long comme ça qui pend entre les jambes, c'est pas un mâle, c'est une femelle. Ah. Alors c'est quoi? Son clitoris, 13 cm. On fera pas de commentaires. Allez, quand on en a marre d'avoir un... Allez hop, on pousse.
Originaires d'Amérique du Sud, les Capucins ont migré en Amérique centrale il y a environ 2 millions d'années. Ils sont réputés comme étant les singes les plus intelligents du Nouveau Monde. Les scientifiques pensent, sans en avoir la certitude, que l'Amérique du Nord, reliée depuis longtemps à l'Eurasie, bénéficiait déjà d'échanges géniques importants. Beaucoup plus isolée, l'Amérique du Sud a donc, sur ce plan, le plus profité de la naissance, il y a 3 millions d'années, de l'isthme de Panama, où d'étranges animaux peuplent la forêt. Jean-Jacques emmène Nicolas sur les traces de l'un d'entre eux, un mammifère arboricole. Là, on devrait arriver dans le coin où j'ai vu un paresseux hier. Il est là. Oui. Alors, Ça, 3 doigts. Paresseux à 3 doigts. regarde cette bobine. Est-ce qu'on Le peut sourire. faire une bouille plus emblématique que ça? Et est-ce qu'il n'incarne pas lui tout seul toute la vulnérabilité de la nature et tout le respect qu'on lui doit? Il a très peu de prédateurs. C'est ça qui est fou, c'est Ouais, que ouais. il y a qu'à... Enfin, on peut toucher ou... On peut toucher, oui, on peut toucher. Très peu de prédateurs. Il semble tellement, tu vois, livré aux prédateurs qu'on... On se C'est demande- parce que son camouflage est efficace? Le camouflage, Ou- il n'y a pas grand-chose à bouffer dans un paresseux, il faut dire. Un peu comme les dauphins, il a un petit sourire anatomique. Et alors, c'est l'éloge de la lenteur, au-delà d'être l'éloge de la paresse. Je ne sais pas si son nom est justifié, mais Dans toutes les tout langues. fonctionne au ralenti. Hein? Métabolisme ralenti, thermorégulation imparfaite. Donc il descend une fois par semaine à peu près, une fois tous les 10 jours pour faire ses besoins au sol. Hein. Oui, il faut dire qu'il a un transit intestinal particulièrement lent. Mais quoi, Très lent, hein, le combien- bol alimentaire, 10 mais- jours, c'est ça? 4 semaines. 4 semaines. 4 semaines, le bol alimentaire pour descendre. Donc même pour ça, il prend son temps. Il prend son temps, il perd un tiers de son poids à cette occasion-là. Peut-être d'ailleurs que ce lent déplacement le rend plus difficilement repérable. aussi. Repérable, tout à fait. Ouais, ça. Il va aller vers toi. Par contre, j'aimerais pas, compte tenu du Il veut crochet. juste te gratter sous le menton. Je crois qu'on l'a empêché de descendre à terre. Ce qui serait peut-être sympa, c'est de l'aider à repartir dans l'arbre. Parce que j'aurais pas. C'est pas parce qu'il se déplace lentement qu'il n'est pas stressé pour autant. J'aurais Non, pas eu- il n'est pas Non. stressé, mais autant qu'il... Voilà. Ça, c'est une jolie rencontre. Ah oui. Il redescend nous voir, tu vois. Ah, mais il y a eu un. T'as pas vu, mais il y a eu un petit coup de foudre entre eux. J'ai l'impression. Ça, c'est leur cri. Un sifflement. C'est pour ça qu'ils me regardent comme ça. Tu as une certaine expérience de la paresse, alors. Faut croire. C'est qu'il vient du fond des âges, hein, celui-là. Il y a eu des paresseux géants. Ah oui Préhistoriques, oui, oui. Il en vient. C'est un message qui nous est destiné à notre société de speeder, où la vitesse a tout Pensez à ça, préempté, justement. Ouais, ouais. pour nous dire que pour finir, la lenteur est aussi un La gage lenteur de paye. longévité. Un petit enseignement à méditer. Hein, bonhomme? Allez. Pas mal? Il a plu toute la nuit, alors... Pour rejoindre Françoise Sercollet dans la jungle, Nicolas a trouvé un raccourci. Et Pascal, ça va? Eh, tu nous fais pas le... Ah non, non, mais jamais, mais tu sais, tu me
connais, hein, moi je... C'est justement. El bodyguard. Exactamente. Le garde du corps, comme le nomme Nicolas, est indispensable à la sécurité. Davai. Allez, si jamais je suis mouillé, ça va mal se passer. Allez, en avant, et en avant. C'est bon, allez les gars. À l'arrière, c'est Pascual El Tirana. Tirano. Nationalité française. Encore. Ouah. Allez. Allez. Pour éviter l'eau de tombe. Dans l'une des plus belles forêts tropicales de la planète, c'est quand même pas mal. Ouais. Hein? Quand tu penses qu'autour de nous, là, il y a quasiment 10% des espèces animales et végétales De la de planète. la planète. Ah oui. Et malheureusement, la forêt tropicale, qui est le maillage végétal le plus efficace, notamment en termes de captation de gaz à effet de serre et de CO2, est celle qui succombe le plus rapidement à la coupe dans le monde entier. Les prévisions sont toujours tragiques parce que, à moins d'un changement radical, c'est à l'échelle de 2050 l'ensemble des forêts tropicales de la planète qui risquent d'avoir succombé avec toute la biodiversité qui les accompagne, avec quelques exceptions, les petites lueurs d'espoir dont le Costa Rica Donc, fait partie. Ouais. Un pays qui a réellement bien pris conscience des dangers qui menacent la planète. Quand même un pays qui a, selon la formule légendaire de son président, déclaré la paix à la nature. La paix à la nature. Ça c'est joli. Ouais. Hein. Et puis qui a démilitarisé son pays en 1947 pour être conforme à ses paroles et qui a protégé 30% de son territoire. C'est un pays qui donne priorité à l'éducation, à la santé et à la protection de la nature. Et qui bien sûr. associe les populations indigènes. Les Indiens Québécois qui vivent ici, oui. Et alors l'idée c'est que pour inciter les Indiens à ne pas couper la forêt, on les paye maintenant pour l'entretien de la forêt plutôt que de les payer pour la couper. Ok. Hasta luego. Ah, à plus tard. Françoise, elle est juste plus haut, hein? Ouais. Ok. La rivière Pacuaré est située sur le versant caraïbe du Costa Rica. Ici, la vie est si riche que l'on compte autant de biodiversité sur 1 hectare de cette forêt tropicale que dans toute l'Angleterre. Et question richesse biologique, le Costa Rica cumule les records. Qu'est-ce que tu nous as encore trouvé? Un serpent. Oui, ça je vois bien. C'est un dangereux ça, non? Non, il veut faire croire qu'il est dangereux. Mais Ouais. bon, il n'est pas dangereux quoi. Pour moi c'est efficace.
Oui, bon, bah. Donc c'est que ça marche alors. C'est quoi? C'est pas un corail? Alors ça, c'est un faux corail. Enfin, ici, ils l'appellent faux corail. Toi et moi, on va garder une distance de sécurité. 1 mètre, hein? D'accord. Je fais si peur que ça. Non, c'est pas toi, c'est le serpent. Alors, je veux bien le toucher, Ouais. mais tu tiens la tête. D'accord. Je reconnais que ce contact-là, c'est quand même un contact avec qui n'est pas agréable du tout. Tu trouves? Ah oui. Oh non, je suis pas d'accord. Les gens, ils pensent que c'est visqueux, que c'est gluant, Bah que oui, c'est moi, c'est ce que je trouve. c'est froid et tout. Ah non, moi je trouve que c'est super doux. Touche au niveau des plaques ventrales. Non, c'est tout doux, c'est lisse. Je m'excuse, je m'y fais pas. Non, moi je trouve que c'est au contraire, je sais pas, moi ce sont des animaux qui vraiment qui me fascinent. Ce faux corail inoffensif ressemble à s'y méprendre au vrai corail extrêmement dangereux. Ici, on l'appelle Ribi, les initiales de Red, Yellow, Black, Yellow. Dans cette jungle, le Ribi côtoie d'autres congénères terriblement venimeux, comme le fer de lance et le Botryechis. Chacun dispose de différents types de venins pour tuer sa proie. Les venins neurotoxiques attaquent le système nerveux et les muscles respiratoires. D'autres venins, hémotoxiques, altèrent les vaisseaux sanguins. La langue de ces reptiles analyse les odeurs et le corps capte les vibrations. Ce boa constrictor, quant à lui, tue sa proie en l'étouffant un peu plus à chacune de ses expirations. Le serpent venimeux le plus grand du Nouveau Monde, pouvant mesurer jusqu'à 3,50 m, est le terrifiant Lachesis, qui passe 90% de sa vie au fond de son terrier. Tu sais, on a quand même l'impression que les plantes sont complices des serpents parce que à un moment, tu deviens parano. C'est-à-dire tout a l'allure d'un... Hein? Ouais, c'est serpentiforme, t'en vois partout comme Passe ça. en premier. Regarde bien, hein. Ouais, non, t'inquiète pas. Puis si tu trouves quelque chose, tu m'appelles. Tu hurles. Tiens, Nicolas, viens. Waouh, regarde-moi ça. La palette Oh, de couleurs. purée, regarde-moi ça, l'emblème belle. du Costa Rica. Attention, ça saute. Et là, je viens de la réveiller parce que c'est nocturne. C'est nocturne, regarde-moi ça comme c'est beau. Alors, on l'appelle la Galictis calidrias. Tu fais attention parce que ça saute. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est beau, hein. Beau, hein. Et ces yeux-là, ils ont une grande efficacité ou c'est juste aussi des éléments dissuasifs? Alors, il y a une histoire effectivement qui dit que le fait qu'elle ouvre ses yeux d'un seul coup, de voir ces espèces de flashs rouges, ça fait peur aux prédateurs. Bon, c'est quand même une espèce Un peu nocturne. simpliste, peut-être, comme Oui, je explication. pense que c'est un peu simpliste parce que bon, ce sont quand même des espèces nocturnes. Donc les animaux qui voient les couleurs la nuit, c'est pas vraiment Moi, ça. j'ai une quoi. autre explication. Ah, t'as une autre. Ah, laquelle? Qu'elle soit belle. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Ça, je suis d'accord. Là, elle est prête à la Alors, détente. Là. ça fait des sacrés bonds, hein. Ça peut sauter à 1 mètre hein, quand même. Hein. C'est pour ça que je me méfie. Super. Donc, voilà. Hop là. Excuse-moi, je te fous à l'eau. Désolée, c'était la grenouille ou toi, donc j'ai choisi la grenouille. Elle a carrément poussé dans la flotte. Oups. Les amphibiens possèdent des poumons et respirent par la peau. Ils se reproduisent en milieu aquatique
et sont donc les premières victimes de la dégradation de la qualité de l'air et de l'eau. Au Costa Rica, ils souffrent d'un champignon qui fragilise leur peau, mais aussi des pesticides et insecticides très solubles dans l'eau, utilisés dans l'agriculture intensive. Dans le monde entier, la situation générale de l'état de conservation des populations animales est atterrante. Selon le dernier rapport de l'Union internationale de la conservation de la nature, 12% des oiseaux, 23% des mammifères et 32% des amphibiens sont en voie de disparition. Regarde. T'as vu ça un peu? Dendrobat pumilio. Grenouille toxique. Évidemment, elle n'est pas toxique pour toi. Bah écoute, si j'ai des petites blessures, ça va me piquer. Il faut pas que je m'essuie dessus. Elle est pour qui toxique véritablement? Pour les prédateurs. Donc c'est attention, danger, ne me mangez pas, je suis rouge, je suis dangereuse. On dit que certaines tribus indiennes utilisaient autrefois les toxines de ces dendrobates et qu'ils les mettaient au bout de leur... Alors, c'est pas tout à fait exact, parce que En ce gros, sont tu pas dis que je des suis en train de dire dendrobates. une connerie, quoi. Oui, c'est un peu ça, Ouais. ouais. C'est pas dendrobates, c'est philobate. D'accord. On va la laisser tranquille maintenant. Bon, allez ma chichine, on y retourne. Et tu vois, elle s'est attachée, hein. Eh, t'as vu ça un le peu? cas de le Eh ben, dire. attends. Voilà. Et tu vois, là, tu peux en trouver hein, des serpents. Hein. Je dirais, suffit de lever la tête des fois, et puis t'en as un qui chasse à l'affût, et là, tu peux avoir la chance de le trouver, quoi. Ouais, la chance. Ouais, la chance. Pour toi, c'est une chance, pour moi, Ouais. c'est un risque. Bah écoute, c'est un risque aussi, hein, mais bon, T'as des serpents qui tombent sur leur proie des arbres. ça se peut, ouais. Je vois pas pourquoi ça se ferait pas. Bah, pour me tranquilliser. Hein? Simplement pour me tranquilliser. Ouais, voilà. Le danger vient du ciel aussi. Ouais. Oh, puis il y en a qui attrapent leur proie, tu vois, et puis qui se laissent tomber pour finir de manger sur le sol, par exemple. Tiens, regarde, Tiens, quoi? regarde là-bas, regarde. Tu vois là-bas sur le tronc? Oui, Et t'as alors une bête, c'est peut-être une vipère, hein. On a peut-être la chance de s'en choper une. Attends. La chance. Ouais, non. Qu'est-ce que tu nous sors là? Attends, hein? Bah, c'est une pince. Ça, c'est c'est une quand tu pince. te mets des écharpes. Ouais, c'est. Ah, la pince à épiler. Ouais, c'est une pince à épiler spéciale serpent Ah venimeux. oui, je vois là. Ah, je déteste. Tu la vois? Mais non, Je mais non. déteste ça. Attends. On va essayer de se chauffer ça. Non. Regarde. Voilà, tout en douceur. Regarde comme elle essaye de me Elle est croquer. mortelle celle-là? Ouais. Tu vois? Oh là 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 là. Tu les as vus les crochets? Oui, Ouais. largement. C'est ce qu'on appelle la botterie kiss. Elle peut bondir. Elle peut, je dirais, attaquer, oui. Fais gaffe, hein. Ouais, t'inquiète pas. On voit tout de suite qu'elle est pas sympa celle-là. Attention, je relâche, parce que sinon je vais lui faire mal. Oh là là là. Voilà, c'est bon. Ça c'est une vipère. Ouais. Tu as le groupe de ce qu'on appelle les vipéridés, d'accord? Les vipéridés se sont séparés en deux groupes. Donc les vipérinées, qui sont les vraies vipères, D'accord. qui elles sont restées dans l'ancien monde. Et tu as les crotalinés, donc cette espèce-là est un crotaliné, qui, comme tous les crotalinés, sont arrivés il y a des millions d'années, donc par le détroit de Bering, et sont descendus donc par l'Amérique du Nord jusqu'au Costa Rica. Et après jusqu'à l'Amérique donc, du Sud. ça, Et donc c'est- ça, ce sont les crotalinés, si tu veux, d'accord? Donc ici, dans le Nouveau Monde, tu n'as aucune vraie vipère. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que tu lui fais? Écoute, je vais essayer de te Il y a sortir des métiers que j'aurais pas pu faire. Hein. les crochets à venin. Fais gaffe. Hein. Regarde. Tu vois? C'est quand même une arme de guerre. Hein. Tu vois comme ça se replie. Ouais. Et donc tu as les glandes à venin qui sont donc de chaque côté de la tête, qui sont reliées donc à un canal. Donc en fait, il pique pour provoquer la plaie et il injecte le venin. Voilà, comme une seringue. Aïe aïe aïe.
Ce qu'on peut faire, c'est que moi je vais rentrer au camp, tu comptes un quart d'heure et tu la relâches. D'accord, si tu veux. Ok. À 1000 km de là, Laurent Balesta survole les mangroves du Belize. Il a rendez-vous dans la lagune de Gale Point avec une équipe de scientifiques qui surveillent, protègent et soignent les lamantins. Le bateau de Manatee Project, l'association en charge de la protection des lamantins au Belize, patrouille dans les eaux tranquilles de Gale Point. À son bord, Laurent retrouve la biologiste Nicole Hoy, directrice du programme de conservation, et Coralie Nourrisson, étudiante en biologie et développement durable. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Aujourd'hui, les scientifiques recherchent une jeune femelle surnommée Tini. L'animal est équipé d'une balise GPS et d'un émetteur VHF. Lorsqu'il remonte à la surface pour respirer, les biologistes peuvent le localiser dans un rayon de 7 à 8 km. L'animal est repéré. Le bateau fait un large cercle autour de lui en lâchant le filet. L'embarcation reste à bonne distance pour être sûr de ne pas le blesser avec l'hélice du moteur. Tini a été trouvée 3 ans plus tôt, jeune orpheline errant dans les canaux de Belize City. Pendant 18 mois, les biologistes ont pris soin d'elle avant de la réintroduire dans son milieu naturel. Tous les ans, ils doivent la retrouver afin de changer la batterie de la balise, récupérer les données du GPS et procéder aux examens physiques et sanguins révélateurs de l'état de santé de l'animal et de sa bonne réadaptation à la vie sauvage. Would you like to hear? Ah yes. Dès sa mise hors de l'eau, la première chose à faire est de l'arroser en permanence pour éviter la déshydratation. Sa température est prise toutes les 5 minutes et l'on surveille le rythme de sa respiration. Au moindre problème, l'animal serait immédiatement remis à l'eau. Trouver la veine sous l'épaisse peau n'est pas évident. Okay, Coralie. Yeah, it's coming. C'est étonnant de voir ces animaux, on pourrait plus les apparenter à des phoques ou à des otaries. Et en fait, ils sont plus proches des éléphants que des pinnipèdes ou des cétacés, quoi. Tu vois, c'est quand même, d'un point de vue de l'évolution, c'est difficile à comprendre, mais c'est une réalité biologique. Si on observe bien, donc au niveau des dents étant aussi la peau, on voit bien qu'elle est beaucoup plus proche finalement de la peau d'un pachyderme, éléphant, que d'une otarie. Pachyderme, ça veut dire la peau épaisse. Voilà. Ouais. Je ne veux pas lui faire mal. Ah voilà. Ah, voilà les 3 ongles. Il peut en avoir 3 ou 4, je crois. Une des caractéristiques, il les met plus proches des ongulés, comme l'éléphant par exemple. En fait, il est couvert de petits poils sensoriels, comme des cheveux. Ça lui permet d'avoir un meilleur contact avec son environnement. Comme ils vivent en eau très opaque, Voilà. ça permet donc d'avoir de meilleurs contacts quand c'est Entre visuellement. partenaires, entre eux. Entre eux. Parce Quand, que- ils ne vivent pas en groupe, mais quand ils rencontrent d'autres animaux, ils sont assez sociaux. Ils vont vraiment à la rencontre de l'autre, ils se touchent beaucoup pour savoir qui est l'autre animal. D'accord. Je crois que pour trouver l'oreille, il faut la même distance de la narine à l'œil qu'il faut reporter là. Et après, il faut chercher, c'est un trou minuscule. Ah c'est ça, voilà. Voilà l'oreille du lamantin. Tout petit trou là, c'est ça son oreille. Ce tout petit orifice n'empêche pas d'être très sensible au bruit. Il est même capable d'entendre les ultrasons, je crois.
Du coup, des animaux qui font 500 kg ou une tonne et qui sont en plus exclusivement herbivores, ça veut dire en gros qu'ils passent toute leur journée à manger parce qu'il faut une quantité énorme de végétaux pour tirer une petite énergie. Oui, ils mangent énormément et ensuite ils ont un système de métabolisme très lent, donc ils digèrent en plusieurs jours. Quand on les appelle en fait des vaches marines, c'est bien pour une raison, ils passent leur journée à brouter. Ouais, d'accord. Ces examens médicaux terminés, équipé d'une nouvelle balise, Tini retrouve sa liberté. Les biologistes vont pouvoir surveiller le moindre de ses déplacements grâce aux satellites. Laurent Balesta est sous le charme de cette étrange sirène. Ce gros mammifère aquatique, inoffensif et paisible, passe son temps à se promener, manger et dormir. Cette espèce migratrice a hélas disparu dans de nombreux endroits de la planète. Heureusement, dans le système lagunaire de Gale Point, environ 150 lamantins, suréquipés en électronique, surveillés et protégés 24 heures sur 24 par les hommes, coulent des jours heureux. Toujours au Belize, sur le magnifique site maya de Caracol, les singes hurleurs dont les lointains ancêtres sont venus d'Amérique du Sud montent une garde très efficace. Chloé Andrieux, doctorante en archéologie maya, attend Nicolas. Elle s'interroge sur la disparition de cette remarquable civilisation. Aujourd'hui, les Mayas sont près de 8 millions d'individus répartis entre le sud du Mexique, le Guatemala, le Belize, le San Salvador et le nord du Honduras. Après plus de 1000 ans d'existence, la civilisation maya atteint son apogée. Les villes comptent alors plus de 50 000 habitants. Les Mayas construisent des pyramides au cœur de la jungle, développent la science de l'astronomie, un calendrier et une écriture très sophistiquée. À partir de 850 ans après Jésus-Christ, leur déclin s'étalera sur un siècle. Peut-être dû à des problèmes environnementaux et à de trop nombreuses guerres. Toutefois, la culture maya perdure. Au cœur d'une forêt pluviale, sur le vaste plateau calcaire du Belize, Chloé Andrieux emmène Nicolas explorer la grotte sacrée de Aktun Tunikil Muknal, appelée la grotte du sépulcre de pierre, témoin de l'apogée de la civilisation maya. Ça va? Ça va. Allez. Je veux pas avancer. Par là. Ces basses terres tropicales, l'un des territoires de la planète les plus hostiles pour l'homme, sont victimes d'un excès de vie. Des milliers d'espèces végétales et animales cohabitent, se reproduisent et meurent dans une compétition permanente pour leur survie. Ah, il veut pas avancer, mon cheval. C'est vrai que chaque Maya avait son double animal. En un sens, oui. On vient au monde avec un double animal. En fait, on a plusieurs âmes et l'une d'entre elles, c'est un animal. Moi, c'est pas le cheval, à mon avis. Chez les Lacandons, qui est un groupe Maya actuel, la mort s'explique comme ça. Le dieu de la mort chasse, et quand il tue un animal, son équivalent humain meurt. Ouais, donc la vie des Mayas est quand même
intrinsèquement associée, mêlée et liée à celle des animaux. Oui, en tout cas, ils étaient très représentés et on pense qu'ils étaient associés à des entités naturelles, à des attributs de plusieurs entités naturelles. Les plus représentés, les plus connus et les plus importants sont le jaguar et le quetzal. Ouais. Le quetzal, en fait, représente le soleil dans sa course diurne, pendant qu'il tourne autour de la Terre, il perd de sa force, il vieillit, et à mesure qu'il rentre en Terre, il meurt, rentre dans la bouche de la Terre, donc dans la grotte, et là, il est représenté comme un jaguar. Et c'est encore le soleil, mais le soleil nocturne. Dans sa course sous terre, il récupère de la force, notamment par les sacrifices humains, et il renaît sous la forme d'un quetzal ou d'un ara, un oiseau coloré, de nouveau. Dans cette zone montagneuse couverte d'une végétation luxuriante, se cache l'une des plus belles créatures de la planète, le Curucu royal ou quetzal resplendissant. Pour le trouver, il faut chercher un arbre particulier, le laurier, dont les fruits sont sa nourriture exclusive. Oiseau sacré pour les Mayas, le quetzal, qui meurt si on le met en cage, est devenu au fil des siècles un puissant symbole de la liberté. La grotte de Actun Tuniquil Muknal a été abandonnée il y a plus de 1000 ans lors du déclin de la civilisation maya. On l'a redécouverte seulement en 1980. Chloé et Nicolas ne peuvent y pénétrer qu'en nageant. Avant de rejoindre l'île Coco, les requins marteaux et les bandes de requins corail qui chassent en pleine nuit, Nicolas et Chloé franchissent cette porte de l'enfer. Pour les Mayas, les grottes avaient un nom, Xibalba, le lieu de la terreur. Chloé et Nicolas pénètrent dans la grotte de Actun Tuniquil Muknal, que les Mayas situaient à l'origine de toute chose. C'est l'endroit où se terrent et œuvrent les êtres monstrueux et surnaturels. Mais cet inframonde est multiple. Il est aussi la demeure des ancêtres et la source de vie représentée par le maïs et la pluie. Il faut à Chloé et Nicolas plus d'1 heure de progression alternant la nage et la marche pour parvenir aux salles où avaient lieu les prières et les sacrifices. Là, on arrive aux premières salles. Et la première offrande. Et la première quoi? Offrande, regarde. C'est un métaté, c'est une pierre de meule en fait pour moudre le maïs et des vases. Donc il faut enlever ses chaussures. C'est un lieu sacré? D'abord parce que c'est un lieu sacré, Ouais. mais aussi pour pas abîmer les vestiges parce qu'ils sont absolument partout. Donc attention, il y a des poteries partout. Là t'as un vase par exemple, pris dans la calcite. Quelle salle! Ah oui, c'est quand Et même... dans toutes les infractuosités, il y a aussi des vases. En fait, pendant des centaines d'années, ils ont déposé des offrandes. Alors attention, ça continue. Il faut quelques siècles pour minéraliser comme ça, là. Ça s'est fait en 1100 ans, à peu près 1400 ans. C'est dingue, incroyable. Et donc là, c'est un véritable hôtel naturel où ils ont posé des jarres entières. C'est absolument insensé. T'as l'impression que le site a été abandonné hier matin? Ouais. L'état de conservation est incroyable. On ne peut pas imaginer que ces poteries ont plus de 1000 ans. Et elles sont en place. C'est vraiment la particularité de ce site, c'est qu'il n'y a pas eu de grands mouvements d'eau. L'eau a suinté assez lentement pour figer les choses sans les laver. Sur un plan archéologique, c'est quand même exceptionnel parce Ouais, qu'en général, vous retrouvez des petits fragments. Voilà, et on les recolle. Sur des... C'est assez rare de trouver des grands.
Et ce qui est étonnant, c'est que c'est des vases domestiques. Donc ça ne veut pas dire qu'ils se faisaient un pique-nique hein, ici. C'est un culte de la fertilité. Ce que je te racontais sur le trajet, sur le jaguar qui se régénère sous terre, c'est ici. C'est le repère du jaguar ici. Voilà. Impressionnant. Regarde, juste derrière toi, il faut faire attention ici, parce que c'est vraiment un magasin de porcelaine, enfin de céramique. Allez, je te suis. Bon alors c'est par là. C'est émouvant parce que, un peu comme dans le Trou Bleu, on est dans les archives géologiques, avec ces concrétions, et puis en même temps, on est dans un livre d'histoire. Fais gaffe, ça glisse là. Donc attention, parce que dans chaque bassin, ou presque, il y a des offrandes céramiques, des fragments de stalactites brisés, et aussi des êtres humains. Et c'est des offrandes, c'est pas des tombes. Ils ont des traces de coups sur le crâne. Ça, tu veux dire qu'ils ont été sacrifiés? Ouais. Alors, ils avaient des rites assez sanglants, hein, les Mayas. Oui, en fait, le sang sert à régénérer le soleil. Et le sacrifice sert à ça. Si t'arrives à me suivre, c'est là. Viens voir. Quoi? Donc c'est une hache. D'habitude, elles sont en jadéite ou en roche verte. Celle-là, elle est en granit, ce qui est assez marrant. Regarde. Et elle a été trouvée déposée telle qu'elle, là. Non. T'as vu comment elle a été taillée? Elle était polie parfaitement. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette hache? Elle a pu servir à fracturer le crâne de cette jeune fille qui est juste derrière. Tu veux dire, ça serait l'arme du crime? Ça serait l'arme du crime. Donc là, t'as le seul corps féminin de cette grotte. Incroyable. Incroyable. C'est une femme d'une vingtaine d'années, et elle aussi, elle a été sacrifiée de la même manière, par un coup à la tête. Mais il procédait aussi par extraction du cœur, par cardiectomie. Là, c'est plus gênant parce qu'on ne voit pas sur les os. On ne voit pas toujours sur les os qu'il a été sacrifié. Et aussi, parfois, il coupait la tête des sacrifiés. Pauvre femme. Et le sacrifice, ou l'autosacrifice, est aussi très important, c'est le don de sang. J'ai vu que les rois, parfois, se perçaient le pénis avec un aiguillon de raie pastenague. Voilà, ou se faisaient passer des cordes nouées dans la langue. Oui. La douleur a l'air d'être un facteur important dans cette notion d'autosacrifice. Et qui en sacrifiait? Des captifs qui le faisaient pendant la guerre. Mais visiblement que la présence de cette femme et d'un nouveau-né de 9 mois montre qu'il sacrifiait aussi d'autres membres de la population. Je ne sais pas s'ils connaissaient leur sort avant d'arriver, parce qu'il y a de quoi s'échapper. Hein. Moi, je me serais planqué dans un boyau. C'est quand même assez émouvant de se dire qu'on a là une femme maya sacrifiée. Et calcifiée. Calcifiée. Le Sea Hunter 2 quitte le port de Punta Arenas sur la côte pacifique du Costa Rica. À son bord, Nicolas a rejoint l'équipe d'Ushuaïa Nature, dont les deux plongeurs Cyril Tricot et Yann Hubert. Cap sur la légendaire île Coco et ses hypothétiques trésors cachés, pour aller plonger avec les bancs de requins marteaux et les requins pointe blanche qui chassent la nuit en groupe de centaines d'individus. Île Coco, c'est un moment que ça démange, hein? Un peu plus au nord, sur la plage d'Ostional, a lieu entre septembre et novembre un événement extraordinaire, l'arribada. Les costariciens nomment ainsi l'arrivée des tortues olivâtres que pour rien au monde ne manquerait Jean-Jacques Gozard. Elles sont des centaines à rejoindre la plage, sous l'œil gourmand des prédateurs venus pour le festin qui se prépare. Héritières des grands reptiles, les tortues marines parcourent des milliers de kilomètres avant de venir pondre à l'endroit où elles sont nées. Très à l'aise dans l'eau, les femelles pesant 45 kg se fatiguent vite sur la plage. Une
ponte abondante est la stratégie de l'espèce pour assurer la survie d'un tout petit nombre. La tortue olivâtre n'a aucun comportement parental. Après avoir tassé le sable pour dissimuler le nid, elle l'abandonne. L'heure de la curée a sonné. Ici, plus que partout ailleurs, pour la faune sauvage, la vie et la mort sont indissociables. Environ un seul œuf sur 10 donnera naissance à un juvénile et l'on estime qu'un seul sur 1000 arrivera à l'âge adulte. Cette tortue, trop épuisée, ne repartira pas dans l'océan et elle ne verra pas sa progéniture sortir du nid après 40 jours d'incubation. Les œufs d'une même ponte éclosent en même temps. Les bébés tortues, instinctivement, tentent de rejoindre la mer. Ce court déplacement de tous les dangers permet aux jeunes tortues de s'imprégner de l'odeur de leur plage natale. Elles reviendront un jour pour y pondre à leur tour. Enfin l'océan. Mais les bébés tortues ne sont pas sauvés pour autant. Les oiseaux ne sont pas les seuls à se régaler. Tapis dans la jungle bordant la plage, coatis, agoutis, pécaris, iguanes, coyotes, singes capucins, jaguars et bien d'autres encore vont s'inviter à ce royal banquet. Laurent Balesta, à bord de l'hydravion, quitte les côtes du Costa Rica pour rejoindre Nicolas Hulot sur l'île Coco, à 550 km de là, au beau milieu du Pacifique. Pour l'équipe du Sea Hunter 2, l'île Coco n'est plus très éloignée. Ancien repère de pirates, l'endroit est surtout depuis toujours un sanctuaire pour les requins. Pas mal, hein? Ouais, c'est sympa. Alors, remarque, tu me diras, c'est une île qui se mérite, hein, parce que 36 heures de bateau et ça fait plaisir quand même de voir la terre. Il y a toujours un côté un peu miraculeux quand tu arrives comme ça de nulle part et hop, t'as un petit caillou au milieu de l'océan. Arriver à l'île qui a inspiré Stevenson, l'île au trésor, c'est quand même fait partie de ces moments où on doute encore, parce que on savait que ces îles existaient, même si la légende parfois et la réalité se confondaient, mais là quand on arrive face à ces îles, quand même un grand moment de bonheur. En tout cas, l'île ne déçoit pas l'imagination, on voit vraiment l'île au trésor comme ça, un petit peu dans son imagination, c'est vraiment ça. Hein. Après 2h30 de vol, Laurent et Krov Menuhin, directeurs de plongée, arrivent enfin à l'île Coco. Elle culmine à 575 mètres au-dessus du niveau de la mer, formant un barrage aux courants atmosphériques qui déverse près de 7 mètres d'eau par an sur une végétation digne du Jurassique. Ce confetti rocheux perdu dans le Pacifique doit son nom à un géographe français, Nicolas Desliens, qui au XVIe siècle, à bord d'un bateau armé par François Ier, a été chargé de cartographier les lieux. Il a ainsi créé la première map monde sous Henri II. Il a appelé ce bout de caillou l'île aux coques, puis par déformation, les Espagnols l'ont surnommée l'île Coco. C'est elle la fameuse île au trésor. L'île de tous les fantasmes, le refuge du gratin de la flibusterie, des corsaires du roi, et le cimetière des trésors de légende. Tiens, il y a l'avion de Balesta qui arrive.
de Monsieur Balesta. Monsieur Balesta, c'est important de préciser. Il avait la banane, le père Balesta. Attends, il vient de faire un beau vol, là. Il a fait toute la chaîne des volcans. Il a évité la traversée un peu... Et il arrive, on peut lui dire tout. La température de l'eau, la salinité, la taille de sa cabine. Ça va, garçon? Ben, ça va mieux maintenant que je suis sur le bateau, parce que dans l'avion c'était quelque chose. Comment ça va? Bienvenue à Coco. Attends, voir, hein, parce qu'on vous a vu passer, c'était Les turbulences, limite. l'atterrissage, enfin l'amérissage. C'était du trampoline. C'était du trampoline. On a rebondi je sais pas combien de fois. Je peux te dire, on était après 200 000, 250 000 nautiques, on espère vraiment que les chiffres de GPS correspondent à latitude et longitude de ce petit morceau de Oui, parce que vous n'avez pas assez d'essence pour repartir. Voilà. Donc de toute façon, vous êtes obligé de vous poser. Obligé de poser. Bon, est-ce que vous avez quand même réalisé que c'est l'île de Stevenson ici, l'île au trésor? Oui. Moi je sais que c'est une île dont j'ai rêvé depuis gamin, depuis les premiers films que j'ai dû voir de Cousteau, tu vois, où venir à l'île Coco c'est la destination ultime. Quoi, hein. On n'a pas réparé le trésor de l'avion. Le trésor, il est dessous. Ouais. Ah oui? Il est biologique. Ouais. Voilà. Ouais. Et on t'a mis un petit jouet à l'arrière, t'as vu? Moi je veux bien jouer qu'avec ça. Un tout petit jouet. Bon, 5 minutes pour manger, 5 minutes pour changer, et on plonge. Les marins du Sea Hunter 2 préparent le sous-marin avec minutie. On contrôle le poids de Nicolas et de Laurent. 150. Explorer les grandes profondeurs n'est jamais une aventure anodine. Rien que d'être comme ça là, c'est déjà incroyable. J'aime bien ce moment-là parce que c'est le moment où, c'est vraiment le cas de le dire, on est entre deux eaux. On va quitter un univers pour progressivement en visiter un second. Immersion progressive. Le petit sous-marin s'échappe du monde aérien. Venting, linguistic zone, underwater com check at 10 meter. Okay. Ce petit sous-marin, dernier né de la technologie des submersibles, peut descendre 500 mètres sous le niveau de la mer. Il dispose d'une autonomie de 6 heures et peut se déplacer à une vitesse d'1,5 nœud. En cas de nécessité, il autorise une survie de 70 heures à ses 3 occupants. Quelle vue! Allez, c'est beau. Ce que j'aime bien dans cette expérience, c'est qu'il y a un sentiment d'harmonie, car toute cette technologie qui nous permet de visiter dans le plus grand des conforts le cœur des océans est sans impact sur celui-ci, car propulsé par 8 petits moteurs électriques, ça ne dégage aucune pollution, ça ne fait pas le moindre bruit, et donc c'est vraiment une union de la technologie et de la nature. Première plongée pour Nicolas et Laurent à Coco et première surprise. Le nombre d'espèces de coraux est infime. Pas même une dizaine, contre plus de 70 observés lors de leur plongée au bord du Trou Bleu, au Belize. La formation de l'isthme de Panama, qui a scindé l'océan en deux, a eu des conséquences très importantes. À l'ouest, les Caraïbes ont développé un système de récifs coralliens grâce à des eaux claires et très chaudes, à peu de ressources nutritives et beaucoup de biodiversité.
Côté Pacifique, la fermeture a stoppé l'arrivée des courants d'eau chaude et salée venant de l'Atlantique. Les courants d'eau froide et turbide des profondeurs, riches en nutriments, sont alors remontés, entraînant une gigantesque biomasse et l'extinction massive des coraux. Dans les deux océans, certaines espèces se ressemblent, mais elles sont d'un point de vue génétique différenciées et donc ne peuvent pas se reproduire entre elles. We are just on the top of Everest right now. All stats looking good. Wow, look at that in the back. Ooh, incredible, Regardez ça sur la gauche, c'est incroyable. C'est une vision incroyable. Unreal offer, unreal. Ça c'est sympa. Wow. Oh, big hammerhead was there. Yes. Il y a un requin marteau juste au-dessus, derrière, là. Hammer shark. There. Wow. Et alors, c'est là qu'on mesure avec un sous-marin, quand on s'enfonce dans les abysses, combien est grande notre ignorance. Car autant on connaît un peu ce qui se passe dans les 20 premiers mètres d'eau, je rappelle que les océans descendent jusqu'à parfois plus de 10 000 mètres de profondeur et que là, notre ignorance est sans limite. On est loin, bien entendu, d'avoir fait l'inventaire du vivant, à commencer par le monde des océans. Aujourd'hui, on estime qu'il y a seulement 1% des fonds marins qui ont été visités. On a des cartes topographiques de la surface de Mars et finalement, on n'a toujours pas la carte topographique des fonds des océans de notre propre planète. Oh, look at that. Regardez ça. À 100 mètres de profondeur, Nicolas aperçoit une curieuse créature. Un poisson chauve-souris à lèvres rouges. Il utilise ses nageoires comme des pattes pour se déplacer sur les fonds marins. Cet animal étrange est doté d'une trompe qui lui sert de leurre pour attirer ses proies. Il nage près du sous-marin. Désolé, c'est fermé. Il est curieux. Pour les poissons, c'est nous qui sommes dans l'aquarium. Amazing, hein? Ah, c'est un autre point de vue. J'aime bien cette idée que nous soyons dans la bulle et que les animaux soient en liberté autour de nous. Belle symbolique. On a trop tendance à soumettre les animaux à nos petits caprices, à les priver de liberté pour nos plaisirs futiles et égoïstes. Je hais les cages et les aquariums. Topside is a deep sea. You copy me? Okay, thank you. At 1-3. Pour l'équipage du Sea Hunter 2, la journée n'est pas terminée. Une plongée de nuit toujours très impressionnante est programmée. T'es prêt pour la plongée? Pour l'éclairage là. Yann, tu me passes l'éclairage? Il est là-bas. Bon, c'est pas très profond apparemment, mais apparemment aussi il y a beaucoup d'activités la nuit, ici, en particulier. Tu sais, moi j'ai souvent l'habitude de dire que en journée, on plonge dans des dortoirs. C'est la nuit que tout prend sa dimension et que tout est actif. Je crois qu'il y a une densité au mètre carré de requins la nuit ici, toute particulière, assez inhabituelle, et surtout c'est assez tonique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour... Là, les deux grandes règles du milieu marin, on va les voir. C'est manger et ne pas se faire manger. Je pense qu'on devrait avoir l'illustration parfaite de cette première et essentielle règle de vie sous l'eau. Voilà, on ne devine pas Coco parce que maintenant il fait vraiment noir. On va plonger appuyé sur l'île. Faire gaffe de ne pas se laisser sortir par le courant. Et après, c'est 600 km si tu vas dans le bon sens pour la côte, 5000 km pour celle d'en face. Il fait nuit noire. Les hommes ne s'enfoncent pas dans l'océan à l'heure du repas des requins sans prendre des précautions.
Toujours nager en eau vive et surtout ne pas se coller sur le fond ou contre un rocher, car les petits poissons du récif viendraient alors se cacher derrière ce nouvel abri, entraînant ainsi les prédateurs vers les hommes. Cette langouste a peu à craindre de ces requins. En revanche, elle est une proie de choix pour cette raie peau de vache, dont les puissantes mâchoires brisent n'importe quel coquillage ou carapace de crustacés. Quand vient l'heure de la chasse, les requins sont réputés dévorer à peu près tout ce qui passe à leur portée, excepté ce tétrodon trop toxique ou ce poisson perroquet trop bien camouflé. Mais pour ce poisson écureuil, c'est l'heure d'aller se cacher s'il veut survivre. En présence de requins, la recommandation de sécurité pour les plongeurs est de regarder partout autour de soi. Mais là, Nicolas ne sait vraiment plus où donner de la tête. Les squales possèdent un sixième sens, l'électroréception. Ils peuvent ainsi repérer les champs électriques émis par le mouvement de leur proie lorsqu'ils ne parviennent pas à les voir. À ce moment de la nuit, autour des plongeurs, plusieurs centaines de requins chassent sur le récif. Il n'y a pas de chef de meute, pas d'organisation, tous réagissent au même stimulus alimentaire. Si la proie échappe à quelques poursuivants, elle finit le plus souvent par tomber dans la gueule d'un autre, aux aguets. Sa seule chance est de rester caché sans bouger. Mais les requins sont bientôt plus excités par leur propre frénésie que par les poissons pour chasser. Profilés comme des torpilles, ces requins corail ne font cependant pas partie des squales super prédateurs existant parmi les 1200 espèces de requins actuellement recensées dans les océans. Ce poisson à rayures, un zanclus, semble indifférent à l'intérêt qu'il suscite. Ce poisson écureuil aura lui beaucoup moins de chance. Quel spectacle dantesque, hein? Mais curieusement, il n'y a pas un seul moment où je me suis senti, tu vois, Ils sont focalisés sur les poissons. j'étais quoi. serein, Ouais. alors qu'il y a des centaines de requins. En fait, je t'ai vu tenir tes mains un peu en retrait quand même. Hein. Non, j'ai pas eu, tu vois, c'est un grand spectacle. Ils sont tellement pris dans leur Voilà, truc. tu sens à un que- moment donné, une fois ou deux, j'en ai tenu un par la queue, tu vois. Ça les inquiète pas plus que ça. Il Ils a fallu continuent que à... tu fasses le malin, hein? Il a fallu que je touche, qu'il y ait un contact. Je suis Hein biologiste, il faut que je touche le vivant, tu vois. Interdit. Ça fait partie de mon truc. Dans le patrimoine de l'UNESCO, il ne faut rien toucher. Et notre camarade Balesta, il ne peut pas s'en empêcher. Ils mettent la main sur l'aileron du requin. Ils disent, vous avez vu, moi j'ai touché. C'est ça les petits jeunes. Bon, c'est vraiment un nid de requin. Hein. C'est plus qu'un amas de corps de requin. Et toutes les nuits, c'est comme ça. Par contre, toutes les nuits, cette activité. Il y a des poissons qui doivent pas dormir tranquille, hein, quand même.
T'as vu, il y a densité animale ici. C'est la preuve qu'on est dans une partie de l'océan qui est d'une productivité mais extraordinaire. Il faut bien les nourrir tous ces animaux. Donc au départ il faut qu'il y ait une manne nourricière énorme, donc tous ces coraux de grande profondeur. Enfin, la quantité de vie qu'il faut pour pouvoir engendrer derrière de tels prédateurs dans une telle quantité, c'est phénoménal. On est vraiment là dans cette partie de l'océan du Pacifique Est qui a probablement une des plus fortes biomasses de la planète. Ah oui, c'est assez bluffant. Bien sûr que... Good. Bueno, hein? Yeah, very good. Et comme il disait Yann, hein, ils sont pas tellement adroits parce que... Ah, Yann, tu Non, disais ils sont pas très adroits. Ouais, il y avait un poisson qui était posé sur un caillou, mais posé. Hein. Je l'ai filmé pendant 5 minutes. Il y a peut-être 200 requins qui l'ont frôlé à 3 cm. Il n'a pas bougé d'un millimètre, il n'y en a pas un qui l'a attrapé. Tous les requins ne mangent pas chaque nuit. Et là, au petit matin, il y en a plein qui seront bredouilles, hein, c'est sûr. Tous les requins ne mangent pas à leur faim. Exactement. Pourtant, on verra le contraire. Hein. Et ils sont nombreux, ils doivent finir par manger quand même, parce qu'ils sont quand même nombreux les requins. Donc ils doivent quand même finir par manger. C'est frugal en fait. Hein. Ils ont même dédaigné la langouste. Au petit matin, toute l'équipe est sur le pont pour préparer une nouvelle plongée sur le tombant. Ça n'est pas la peine de descendre jusqu'à l'ancre. Elle est à plus de 30 mètres. Parfois, on peut voir des requins des Galapagos. On va voir aussi beaucoup de requins pointe blanche. Les plus grands de Coco viennent ici. Et j'espère qu'on verra des requins marteaux. Regardez en permanence autour de vous. À la fin de la plongée, vous devez avoir mal au cou. Les requins peuvent surgir de n'importe où. Nicolas et les plongeurs se rendent sur un site normalement fréquenté par les bancs de requins marteaux. Pourquoi cet endroit plus particulièrement qu'un autre, personne ne le sait. Mais ils peuvent très bien ne pas être au rendez-vous aujourd'hui. L'île volcanique de Coco est sortie de l'océan après la fermeture de l'isthme de Panama, il y a environ 2 à 2,4 millions d'années. Elle n'a pas connu les eaux chaudes à l'époque où l'Atlantique et le Pacifique n'étaient qu'un seul océan. En entrant en collision avec cette montagne, les puissants courants océaniques, venus du nord et du sud, très riches en nutriments, lui apportent la vie à profusion. Ils créent une sorte de vague sous-marine gigantesque où viennent planer les poissons, comme le feraient les oiseaux sur un courant d'air chaud remontant le long d'une falaise. Laurent et Nicolas se sont placés à proximité de la station de nettoyage. Un endroit où les grands prédateurs viennent se faire déparasiter par les petits poissons des récifs, comme ces poissons papillons barbiers jaunes. La carangue arc-en-ciel utilise une autre méthode qui consiste à se frotter contre un rocher ou à défaut contre un plus gros poisson qu'elle. Pour l'heure, c'est une bande de requins corail qui se laisse porter par le courant sous-marin au-dessus des deux plongeurs. Plutôt craintifs, ils sont en fait beaucoup plus menacés que menaçants. À quelques mètres de Nicolas, approche un impressionnant requin des Galapagos. Il peut atteindre presque 4 mètres de long et aime se déplacer d'une île océanique à l'autre. Tout comme ce requin marteau à licorne qui semble jouer le rôle d'éclaireur pour le reste du banc qui arrive enfin. Les requins à licorne pratiquent une ségrégation par l'âge et le sexe. Les spécialistes pensent que ces rassemblements sont constitués soit de femelles, soit de mâles ou de jeunes, sans trop savoir pour quelles raisons. Mais une chose est certaine, ils font spécialement ce long voyage pour se rendre à la station de nettoyage.
Parvenus au bord du récif, les requins ralentissent et adoptent une attitude caractéristique pour appeler les petits poissons en charge du déparasitage. Le nettoyage de leur peau et des plaies éventuelles est indispensable pour éviter des infections. Nicolas et Laurent, bien qu'en avance au rendez-vous, étaient au bon endroit. Avec son large museau aplati, le requin marteau, qui déplace ses yeux et ses narines à l'extrémité des lobes céphaliques, est facilement reconnaissable. Les scientifiques se demandent toujours pourquoi il a évolué anatomiquement d'une manière aussi spectaculaire. Mais s'il a conservé cette mutation au cours de l'évolution, c'est qu'il en tire des avantages. L'écartement des organes sensoriels lui permet d'augmenter sa surface électroréceptrice pour la détection des proies, d'améliorer son odorat stéréoscopique ainsi que sa manœuvrabilité. Et puis, en balançant sa tête en forme de marteau, il obtient une excellente vision panoramique de son univers immédiat. Année après année, les populations de requins diminuent. Nicolas et Laurent sont les témoins de la raison principale de leur rapide disparition. Victime d'une palangre, combien de temps encore ce requin des Galapagos va-t-il souffrir? La pêche à la palangre consiste à larguer en pleine mer des milliers d'hameçons accrochés à un fil de pêche, pouvant mesurer plusieurs dizaines de kilomètres. Un piège terrible, mais ce n'est pas le seul. Environ 100 millions de requins sont victimes chaque année de la surexploitation des océans, soit 3 toutes les secondes. Aucune pêche volontaire ou accidentelle ne les épargne. Pire encore, certaines espèces souffrent du fining, une pratique qui consiste à découper les ailerons sur les requins encore vivants, puis à les rejeter à la mer, où ils vont longuement agoniser. Le commerce des ailerons de requin attire toutes les convoitises. Négocié à plus de 500 € le kilo sur les marchés asiatiques, il génère un trafic et des braconnages à l'échelle de la planète. Ne bénéficiant pas de la même compassion que les baleines, dauphins et autres espèces plus sympathiques à nos yeux, les requins, victimes de leur réputation de squale-gueule, sont en voie d'extermination méthodique dans l'indifférence générale. Heureusement, l'île Coco, ancien refuge pour les pirates, est devenue un sanctuaire pour la faune sauvage qui peut ici se reposer et se reproduire en toute quiétude. Parc national depuis 1978 et inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, la pêche y est interdite dans un rayon de 22 km autour de ses côtes. Les rangers, seuls habitants de l'île, sortent quotidiennement en mer pour surveiller les activités des bateaux de pêche autour de la zone de protection. Spécialistes en biologie marine, les gardes connaissent parfaitement les périodes de grande fréquentation des poissons pélagiques. Ils augmentent alors les patrouilles quand la pression des chalutiers se fait plus forte. Les responsables de l'environnement de l'Équateur, de la Colombie, du Panama et du Costa Rica voudraient créer un véritable corridor de protection entre les îles Galapagos, Malpelo, Coiba et Coco. Cette nouvelle aire de protection du Pacifique oriental tropical s'étendrait à terme sur 211 millions d'hectares.
Si les fonds marins de l'île Coco sont particulièrement agités, sur Terre, la vie s'écoule paisiblement. Des milliers d'oiseaux de mer occupent les lieux en toute tranquillité. Fous à pattes rouges, fous bruns, hirondelles de mer ne craignent ici aucun prédateur et sont parfaitement adaptés à leur environnement. Ce qui n'est pas toujours le cas pour tout le monde. À Coco, la biodiversité, ce tissu vivant, indispensable à notre survie qui recouvre l'ensemble de la planète, est un trésor préservé. Grâce aux mesures de protection draconiennes qui ont été prises, et 3 millions d'années après être sorti de l'océan, le Costa Rica mérite bien le surnom du pays de la vie à l'état pur. Et on termine avec un rayon de soleil à Coco, plutôt assez rare. Ce qui est aussi exceptionnel ici et quelque part rassurant, c'est la facilité avec laquelle on peut approcher les animaux et notamment les oiseaux, comme si, pour une fois, ils n'avaient plus peur de l'homme. Et ce qui est exceptionnel ici sur l'île Coco, et d'ailleurs c'est une idée quelque part qui est aussi elle-même rassurante, c'est que la seule présence humaine tolérée sur cette petite île a pour seule mission la protection stricte de la nature. Et quand on regarde combien le Costa Rica, ce petit État d'Amérique centrale, contribue à la préservation de son territoire en ayant quasiment gelé 30% de celui-ci, on se dit que ce syndrome de l'île Coco, il faudrait qu'il soit contagieux et serve d'exemple à l'ensemble de la planète. Visiblement, les Costaricains avaient anticipé sur cette phrase de Victor Hugo. Il disait « Il y a deux choses dans un monument », et on peut considérer que Coco est un véritable monument sur le plan biologique. Son usage et sa beauté. Son usage appartient à son propriétaire. Sa beauté appartient à tout le monde. C'est donc dépasser son droit que de le détruire. Et quelque part, Dostoïevski avait aussi anticipé sur tout cela. Il avait dit « Seule la beauté sauvera le monde ». S'il y a bien un réservoir inépuisable de beauté, c'est la nature. Bonsoir.